Bonjour tout le monde, je m'appelle Alicia Younoussova, société Route to Business et aujourd'hui on va parler des médias sociaux et marketing de contenu pour éditeurs logiciels. Juste avant de commencer ce webinaire, est-ce que vous pouvez me confirmer par le biais du chat que vous m'entendez bien et que vous voyez bien la présentation? Comme ça on pourra démarrer en toute tranquillité. Alors, donc je vois que ça a l'air d'aller. Eh bien, parfait. Donc, on va pas tarder à commencer notre diffusion, notre présentation. Et je vous invite tout au long de ce webinaire, poser vos questions s'il y a des questions qui vous intéressent. Et à la fin du webinaire, donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, donc, commençons. Aujourd'hui, on va parler des médias sociaux et du marketing de contenu pour éditeurs de logiciels. C'est un sujet qui est vraiment un vif du sujet en termes de marketing parce qu'il y a beaucoup d'entreprises se lancent aujourd'hui dans le marketing de contenu, mais en même temps, on se pose quand même pas mal de questions sur quels médias sociaux il faut partager ces contenus, sur quels médias sociaux il faut être à présent, quel est le type de contenu que je peux travailler donc au sein de mon entreprise en étant un éditeur de logiciels. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions qu'on se pose et aujourd'hui, donc, on va essayer d'y répondre au maximum. Donc, commençons tout d'abord avec le pourquoi. Donc, pourquoi un éditeur de logiciel doit travailler sur marketing de contenu, doit être présent sur médias sociaux et pourquoi, en fait, ces deux aspects de marketing, médias sociaux et marketing de contenu, sont liés, sont inévitablement liés. Et ben, tout d'abord, un éditeur de logiciel, il propose une offre qui est souvent, très souvent, intangible. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas avant, sans essayer le logiciel, sans l'avoir testé, on ne peut pas savoir si ça répond à toutes mes attentes, si ça permet de résoudre toutes mes problématiques au sein de la société, etc. Donc, c'est pour ça, très souvent, un éditeur de logiciel doit vendre l'expertise de son propre expertise, son expérience avant de vendre le logiciel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On en parle toujours pendant nos formations, nos webinaires. Donc, je pense si il y a ceux qui suivent nos webinaires et nos formations depuis un moment, bah, ils se sont rendus compte que c'est vraiment quelque chose par quoi il faut commencer. Il faut d'abord mettre en avant son entreprise, son expérience, l'expertise des collaborateurs, la connaissance du métier, du terrain, avant de faire les propositions avec donc la vente de logiciels directement. C'est pour ça on dit que vraiment une offre de logiciel c'est intangible, ça c'est le premier point et il faut travailler cette expertise, cette démonstration d'expertise et très souvent ça se fait justement par le biais du contenu parce que c'est à travers du contenu que vous allez mettre en avant les études de cas, les webinars comme ça se passe aujourd'hui, les articles de blog, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous aidera à travailler cette expertise. Et puis il faudra en plus se rendre compte que un éditeur de logiciels propose très souvent une offre innovante. Donc, c'est-à-dire sur le marché, soit ce type de logiciel n'existe pas encore, soit il existe, mais votre cible ne se rend pas compte encore que ce type de logiciel existe ou vous permettez vraiment de résoudre des problématiques par le biais d'un logiciel très innovant. Et dans ce cas-là, il faut vraiment créer ce besoin, c'est-à-dire évangéliser le marché, évangéliser la cible. Et très souvent, encore une fois, pour atteindre cet objectif, on va travailler le contenu, on va travailler le blog, les forums, on va travailler la présence sur médias sociaux, on va envoyer des newsletters avec du contenu intéressant, adapté par rapport à des problématiques et pas tout de suite les offres commerciales. Donc c'est pour ça, pour un éditeur de logiciel, les deux objectifs principaux, c'est de travailler son expertise et s'il y a le besoin, c'est d'évangéliser parce que souvent on n'en a pas besoin parce que le marché est déjà mature. Donc dans ce cas-là, pas besoin d'évangéliser, la demande est déjà là et il se rend compte de ça. Donc regardons maintenant en termes de regardons maintenant donc deux termes qui sont présents en marketing, en fait, deux courants en marketing, c'est outbound et inbound marketing. Donc, je pense la majorité parmi vous connaissent ce que c'est, mais bon, encore une fois, une petite piqûre de rappel.
Outbound marketing, c'est quoi? Donc, ce sont des actions marketing qu'on a l'habitude d'utiliser, mais qui sont des actions directes. Donc, c'est-à-dire, on a une base client et on va envoyer un emailing avec une invitation à un événement ou avec la proposition déjà d'une offre logicielle. Donc, ça, c'est une action directe parce qu'on sait à qui on s'adresse, on a cette base et donc c'est cette base qu'on travaille. La prospection commerciale, c'est la même chose. C'est une action de outbound marketing parce qu'encore une fois, on travaille une base de données qu'on connaît déjà. La publicité, pareil, donc c'est une action directe. On fait un ciblage et on adresse un message donné à une cible précise. Par contre, inbound marketing, c'est un peu différent. Aujourd'hui, énormément d'entreprises travaillent inbound marketing en gardant bien sûr les techniques d'outbound marketing, bien sûr. Donc, inbound marketing, c'est quoi? C'est le travail de son site web, c'est le travail et la présence sur les médias sociaux, et c'est pour ça donc on va en parler aujourd'hui. C'est les événements que vous allez mettre en avant pendant lesquels vous allez travailler votre expertise, votre connaissance métier, votre connaissance du secteur. Par exemple, un événement, ça peut être un webinaire comme on le fait aujourd'hui, ou ça peut être très bien un petit déjeuner que vous organisez pour vos prospects et clients, ou ça peut être très bien un club utilisateur parce que vous, les éditeurs, vous les organisez assez souvent. Donc, voici certains événements qui rentrent donc dans l'inbound marketing. La newsletter qui va proposer un contenu, encore une fois, adapté et intéressant par rapport à la maturité de votre cible. Donc, c'est-à-dire la newsletter va proposer des études de cas, va proposer des articles venus d'ailleurs, pas seulement les vôtres, mais elle va regrouper aussi les articles que vous avez trouvés sur d'autres médias et comme ça, vous montrez à quel point vous êtes ouvert et à quel point donc vous êtes expert dans ce métier parce que vous leur faites une sorte de veille déjà pour votre cible. Donc, ce type de newsletter est vraiment adapté aussi dans le cadre d'inbound marketing. On a des exemples, des études de cas, exemples des success stories des clients, des témoignages, donc tout ça, ça rentre dans le cadre d'inbound marketing et bien sûr, tout ça, ça se transmet par le biais de contenu. Parce que tout ça, ce qu'on vient de voir, tous ces blocs d'inbound marketing, c'est à travers du contenu qu'on va le faire. Il y a différents types de contenus. Il y a des contenus textuels, il y a des contenus interactifs comme le webinar, il y a des contenus vidéo, etc., etc. Mais tout ça, c'est du contenu. Et c'est pour ça, donc aujourd'hui, si vous travaillez cette partie de marketing qu'on appelle inbound marketing, donc le marketing indirect, où vous agissez comme un pêcheur qui met ses leurres et donc qui attend que la bonne cible va venir. Donc, dans ce cas-là, c'est indispensable de travailler justement ce marketing de contenu. Donc, regardons maintenant schématiquement comment est-ce qu'on peut le présenter. Donc, la toute première étape par laquelle il faudra commencer, ça sera la veille éditoriale, la veille concurrentielle, donc la veille, la curation du contenu. Donc, la veille se fait par le biais d'analyse de certains médias, par le biais d'analyse des médias sociaux également. Ça se fait sur Twitter, sur LinkedIn, pour certains éditeurs aussi sur Facebook. Ça se fait aussi sur les médias que vous connaissez qui sont adaptés pour votre secteur d'activité. Vous savez que votre cible va venir sur ces médias pour s'enrichir, pour avoir de l'information. Et donc, vous aussi, vous utilisez ces médias afin d'avoir de nouvelles idées, afin de savoir ce qui se passe dans votre secteur d'activité déjà, pour rester au courant de toutes les actualités, pour avoir de nouvelles idées pour vos propres articles de blog, pour vos propres contenus. Et bien, tout simplement, regardez comment travaillent vos concurrents. Quel type de contenu produisent-ils? Voilà, donc la première étape, ça sera la veille. Et on va voir tout à l'heure les outils qui permettent de faire la veille correctement. Et on voit que la grande partie de la veille se fait donc sur les médias sociaux. C'est pour ça, c'est déjà le premier point où on voit que les médias sociaux et le marketing de contenu, c'est quelque chose qui est fortement lié.
Deuxième étape de l'inbound marketing, ça sera la création du contenu. Et là, il y a différents types de contenus, on va les voir tout à l'heure. Ça peut être la vidéo, l'étude de cas, un article de blog simple, une infographie, etc., etc. Et donc ici, un point important pour un éditeur logiciel, c'est que le contenu doit être produit par la totalité de l'équipe, la totalité de l'entreprise. Très souvent en formation, on a des marketeurs qui ont du mal à produire du contenu parce que ça s'explique très simplement. Quand on est en marketing, on n'a pas cette expérience terrain. On ne connaît pas très bien les clients comme les commerciaux ou comme les formateurs peuvent le faire. Et donc, on se retrouve avec des thématiques qui sont un peu difficiles à travailler en termes de production du contenu. Donc, on a souvent besoin d'aide de chefs de projet, des commerciaux, des formateurs, etc., etc. Donc, c'est pour ça on insiste que la création du contenu, c'est vraiment le travail de l'équipe et pas seulement le travail de la personne du marketing. Donc, on essaie de passer ce message au niveau de la direction, très bien sûr, parce que vraiment, il faut que ça soit accepté par la totalité de l'entreprise et il faut que tous les employés soient l'ambassadeur de ce que vous faites, l'ambassadeur de contenu. Il faut que chacun participe plus ou moins sur le travail des médias sociaux, sur la présence des médias sociaux, de LinkedIn, Twitter, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et donc, par contre, la personne de marketing va être responsable de la centralisation et de la diffusion de ce contenu. Donc là, oui, là, c'est vraiment le travail du marketeur de centraliser, de mettre en forme le contenu qui était fourni par exemple, par le formateur ou par le chef de produit et de le diffuser après sur différents canaux. Et qu'est-ce que c'est comme canaux? Bah, tout simplement, logiquement, c'est le blog. Tout contenu que vous produisez, vous le publiez sur votre blog, sur votre site ou sur le blog à part. Bien sûr, après ce contenu qui a été publié, vous le diffusez sur les médias sociaux, vous l'incluez dans votre newsletter mensuel ou trimestriel, etc. Vous pouvez aussi mettre en avant ce contenu dans la presse si vous travaillez la relation presse. Vous en parlez sur le site, par exemple, vous mettez des informations sur les derniers articles publiés en avant sur la page d'accueil ou sur certaines pages primordiales qui sont très importantes pour vous. Et bien sûr, vous utilisez ces contenus pour les événements, par exemple, suite à une thématique d'un article de blog, vous pouvez organiser une conférence, un webinar, etc. Donc ça, c'est déjà le travail du marketeur. Par contre, la création de ce contenu, c'est le travail de l'équipe. Et après, donc, troisième point, troisième étape de l'inbound marketing, c'est donc la diffusion de ce contenu. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Et on verra tout à l'heure les outils, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire correctement. Et on les verra donc tout à l'heure. Donc maintenant, je vous invite de réfléchir ensemble sur, ou de regarder tout simplement ensemble les objectifs qui peuvent être atteints suite à la mise en place de cette stratégie de travail sur les médias sociaux et du travail sur le contenu. Et bien, tout d'abord, on va évangéliser la cible. C'est ce qu'on vient de dire au début. S'il y a le besoin d'évangélisation, si notre marché n'est pas mature, ne se rend pas compte encore de cette problématique, là, à travers du contenu et après, à travers de la diffusion de ce contenu sur les médias sociaux, je vais pouvoir toucher ma cible et je vais donc pouvoir évangéliser la cible. Après, ce même contenu va m'aider à me positionner comme expert dans mon secteur d'activité. Je vais pouvoir faire de la veille éditoriale, mais aussi concurrentielle, et donc diffuser mon contenu sur les médias sociaux. Je vais pouvoir annoncer les événements qu'on organise sur les médias sociaux, donc c'est-à-dire encore une fois la liaison entre les médias sociaux et le contenu que vous produisez. Sur les médias sociaux, plus je suis active, plus j'utilise, donc j'enrichis le nombre des gens qui me suivent, des followers, des gens qui suivent mon entreprise sur LinkedIn, etc., etc. J'arrive à atteindre le plus d'influenceurs.
Et donc ça, c'est vraiment un point très important. Il faut faire en sorte que vous trouvez les influenceurs dans votre secteur d'activité. Donc ça peut être les blogueurs, ça peut être les journalistes spécialisés dans votre secteur d'activité, ça peut être des consultants indépendants dans votre secteur d'activité, etc., etc. Donc, et il faut que vous puissiez les détecter sur les médias sociaux, donc sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Et tout ça, ça se fait à travers des mots-clés, à travers des hashtags, à travers donc du contenu qui est publié, qui est partagé, qui est commenté par ces influenceurs sur les médias sociaux. Donc encore une fois, on voit le lien entre donc les deux, entre le contenu et les médias sociaux. Bien sûr, on va renforcer la relation client parce que les clients, ils préfèrent aussi, ils font confiance quand ils voient que l'éditeur logiciel avec qui ils travaillent depuis des années est toujours actif, toujours en recherche de nouveaux canaux de diffusion, donc de travail de sa notoriété. Donc ça permet aussi de renforcer la relation client. Par exemple, quand vous envoyez une newsletter dans laquelle vous mettez en avant tout le contenu intéressant qui pourrait intéresser votre client. Donc lui, il n'a plus besoin de faire cette veille lui-même, mais il sait très bien que la newsletter qu'il va recevoir tous les mois lui permet déjà de rester au courant de tout ce qui se passe dans son secteur d'activité. Donc c'est pour ça, travailler bien sûr les newsletters en sorte que ça soit vraiment un outil de veille pour votre cible. Vous allez faire connaître les solutions finalement. Donc c'est ça finalement notre objectif hein, à travers les médias sociaux, à travers le marketing de contenu. Mais encore une fois, vous voyez, donc on l'a pas mis au début parce qu'au début, il faut quand même travailler son expertise, évangéliser si besoin, et après seulement commencer à parler des solutions, etc. Parce que sinon, on va effrayer la cible qui ne connaît pas encore, qui ne connaît pas l'entreprise ou qui ne sait pas encore si elle peut faire confiance. Par contre, quand elle aura lu les études de cas, participer au webinar, participer aux événements que vous avez faits, regarder quelques vidéos, là déjà, ça va être beaucoup plus simple de passer ces messages et ces offres logicielles. Bien sûr, le travail du marketing du contenu et la présence sur les médias sociaux va aussi vous aider à travailler votre référencement naturel, à améliorer votre positionnement au niveau des moteurs de recherche et principalement en France, c'est Google. Donc, Google actuellement prend en compte votre présence sur les médias sociaux. Est-ce que vous avez un compte sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou voilà, tout ça. Donc, c'est quand même regardé. Et puis, vous pouvez également faire la publicité sur les médias sociaux et mettre en avant le contenu. Donc ici, pour ce dernier point, je conseillerais bien sûr de regarder plutôt LinkedIn en termes de publicité si jamais ça vous intéresse. Si vous souhaitez mettre en avant le contenu à travers de cette publicité et toucher une cible, une audience que vous n'avez pas dans votre base de données. Donc là, je vous invite à travailler plutôt LinkedIn et pas Twitter et pas Facebook parce que là, on a un peu du mal à trouver vraiment la bonne cible. Tandis que sur LinkedIn, le ciblage permet de le faire assez facilement. Voici donc concernant les objectifs qui peuvent être atteints suite à cette stratégie et suite à la mise en place de cette stratégie de médias sociaux et de marketing de contenu. Donc, regardons maintenant les contenus qui sont adaptés pour un éditeur logiciel parce qu'il y a tout un tas de contenus qu'on peut produire, mais on ne va pas se lancer non plus dans tout ce qui existe. On va quand même faire le choix. Donc, tout d'abord, c'est le contenu textuel classique, donc c'est-à-dire un article de blog ou une actualité. Il faut préciser qu'il faut justement sur votre site internet ou sur un blog à part, ça dépend comment vous travaillez, il faut distinguer ces deux choses-là. Il ne faut pas mettre des actualités de l'entreprise dans la partie du blog. Parce que quand je vais sur le blog, je m'attends à trouver du contenu sur la problématique, sur ma problématique. D'accord? Je ne m'attends pas à lire les actualités de l'entreprise. Parce que justement, c'est pas la même chose. L'actualité, bien sûr, vous allez garder cette partie sur votre site, mais appelez-la vraiment actualité de l'entreprise ou autrement, mais
ne mettez pas tout ça dans le blog. D'accord? Dans le blog, il faut vraiment travailler la problématique client. Il faut parler de clients et pas de nous. Après, on va avoir un deuxième contenu qui est le plus utilisé actuellement par les éditeurs, c'est la vidéo. Donc là, la vidéo, encore une fois, il existe différents types. Donc la vidéo de démonstration d'expertise, donc une courte vidéo d'une minute 30 maximum, parce que c'est vrai que c'est vraiment la durée adaptée pour passer le message. Au-delà, c'est un peu plus difficile. Donc une minute 30. La vidéo de présentation de l'entreprise, la vidéo de démonstration d'expertise, la vidéo qui pose une problématique et permet donc d'évangéliser par la suite. Il y a des éditeurs aussi qui mettent en place les vidéos où ils montrent l'utilisation de logiciels en vidéo. Donc, mais ça, encore une fois, c'est le choix de chacun. Il y en a certains qui le font, il y en a d'autres qui le font pas pour ne pas donc afficher l'interface aux concurrents, etc. Donc, il existe différents types de vidéos, mais tout ce contenu vous permet de travailler, encore une fois, votre chaîne YouTube. Et YouTube, c'est un deuxième moteur de recherche après Google classique. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre tous les vidéos dont vous possédez sur votre chaîne YouTube, mais aussi sur la chaîne Vimeo, Dailymotion, etc. Parce que tout ça, ça sert à référencer au mieux votre site Internet. Donc, tout à l'heure, on verra quelques outils de création de vidéos un peu animés, mais aussi vous pouvez bien sûr passer par les professionnels, par les agences qui vont créer des vidéos en motion design, etc., etc. Donc, un autre contenu qui est adapté aux éditeurs et vraiment on essaie de le mettre en avant, c'est le webinar, la conférence en ligne, donc comme on le fait aujourd'hui. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est facile à organiser, ça demande pas de déplacement, mais en même temps, c'est un contenu qui est beaucoup utilisé aujourd'hui par les éditeurs parce qu'il y a vraiment un retour très, très positif. Et quand vous travaillez des webinaires, travaillez surtout la problématique client. Ne commencez pas le premier webinaire avec la proposition de votre offre logicielle. Encore une fois, pour ne pas effrayer le public, pour ne pas le dégoûter, pour pas qu'ils se disent ah, c'est encore une fois une publicité. D'abord, il faut quand même parler les problématiques clients et après, les gens qui vont voir que vous êtes vraiment expert dans le sujet, ils vont venir vers vous par eux-mêmes ou ils vont assister régulièrement aux webinaires et vous allez pouvoir les distinguer dans votre base de données. Vous allez voir qui est vraiment intéressé et à qui je peux donc adresser déjà les messages un peu plus commerciaux. On conseille aussi de travailler le réseau LinkedIn. Donc, vous pouvez participer dans les groupes LinkedIn qui existent déjà, qui portent sur votre sujet. Vous pouvez organiser vous-même un groupe LinkedIn si jamais il n'y a pas de groupe qui existe actuellement. Invitez comme ça les gens qui travaillent dans ce secteur d'activité, lancer les discussions, animer ce groupe et ainsi de suite pour après, encore une fois, utiliser ça pour passer les messages d'expertise, d'évangélisation, de promotion de logiciels, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important et tout simplement de travailler sa base, son réseau LinkedIn est très important pour que après, quand vous diffusez le contenu sur les médias sociaux, encore une fois, il soit dispersé parmi le plus grand nombre de personnes à travers de LinkedIn. Aujourd'hui, on parle plutôt de LinkedIn que de Viadeo parce que malheureusement, donc pour Viadeo, c'est vraiment Viadeo, c'est en déclin, donc c'est pour ça on mise surtout sur LinkedIn parce que même les entreprises franco-françaises, ils sont présents aujourd'hui sur LinkedIn et il y a beaucoup plus de possibilités en termes de marketing afin de toucher la bonne personne à travers de LinkedIn qu'à travers de Viadeo.
on va aussi travailler les études de cas et les témoignages clients quand on est un éditeur logiciel parce que les clients sont nos meilleurs ambassadeurs et donc c'est pour ça je vous invite de travailler le contenu études de cas. Comment est-ce qu'on le travaille? Tout simplement, on commence par le contexte dans lequel l'entreprise, votre client se trouvait quand il a fait un appel à vous, quelle était sa problématique. Il faut vraiment travailler cette question de problématique pour que vos autres prospects, vos futurs clients se reconnaissent dans cette problématique et se disent oui, j'ai la même chose chez moi, comment est-ce qu'ils ont fait, quelle était la solution qu'ils ont mis en place. Et après, donc, cette étude de cas doit être bien sûr confirmée par le témoignage client. Donc là, un court témoignage client ou un témoignage client assez développé permettra de renforcer encore une fois la notoriété et bien sûr, donc c'est un contenu qui est très très positif. Des livres blancs, c'est un contenu qui est un peu plus difficile à produire parce qu'un livre blanc, c'est pas moins d'une dizaine de pages. Donc, c'est vraiment un document qui demande pas mal de travail, pas mal de réflexion. C'est pour ça, ça ne sera pas le premier contenu que vous allez produire. Mais au fur et à mesure que vous avez des articles de blog, des webinars, des vidéos, etc., vous allez avoir pas mal de contenu que vous allez après mettre dans un livre blanc. Donc, les livres blancs peuvent être téléchargeables sur le site de façon libre ou peuvent être téléchargeables suite à un formulaire rempli. Ça, c'est à vous de voir. Un formulaire rempli, bien sûr, ça permet d'avoir des contacts, mais des fois, ça peut effrayer aussi les personnes qui ne souhaitent pas laisser leurs coordonnées, etc. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez tester les deux façons de faire, mais en tout cas, le contenu livre blanc, ça peut être intéressant. Surtout s'il est appuyé par les témoignages clients, par les schémas, par les infographies, etc. Et justement, en parlant des infographies, donc on voit que c'est aussi un contenu qui est adapté aux éditeurs. Vous pouvez faire des enquêtes, vous pouvez faire des sondages et en se basant sur ces études produite par vous-même, vous pouvez faire une sorte d'infographie, donc c'est-à-dire présenter une information schématiquement. L'infographie, c'est un contenu qui se partage très facilement, qui est lu, qui est donc regardé. C'est vrai que l'information est facilement perçue quand c'est présenté avec les images, avec les icônes, etc. Donc c'est pour ça, c'est quelque chose que vous pouvez très bien utilisé. Si vous avez du mal à avoir votre propre contenu à transmettre sous forme d'infographie, vous pouvez prendre une étude qui était déjà faite et en se basant sur cette étude, bien sûr en la citant, etc., vous mettez en place une infographie. Donc il y a différentes façons de faire, mais ce contenu, c'est quand même très positif en termes de retour pour les éditeurs. Donc, regardons maintenant les règles d'or à respecter quand on travaille le marketing de contenu. Tout d'abord, il faudra donc faire la veille éditoriale. Si vous ne faites pas cette veille éditoriale et concurrentielle en même temps, donc ça sera très difficile de produire du contenu adapté à votre cible. Donc, la veille éditoriale vous permet de savoir quelles sont les dernières actualités sur le marché, quels sont les sujets qui intéressent vraiment votre cible. C'est pour ça, c'est la première chose à faire. Après, vous allez aussi travailler le planning du contenu à long terme. Donc, c'est-à-dire pour les 6 mois à venir minimum. Pourquoi? Parce que sans le planning éditorial, ça sera très difficile de respecter la fréquence de production de contenu. Donc, croyez-nous, on travaille avec pas mal d'éditeurs qui avaient du mal à produire du contenu sans ce planning éditorial. Et donc, une fois il est en place et une fois il y a toujours des rappels. Donc là, ça se met en route et le marketing de contenu est finalement lancé. Parce que sinon, si on n'a pas de planning, si on se dit c'est pas grave, je ferai un article une fois par mois, non, ça marchera pas. Donc, quelle est la fréquence, quelle est la bonne fréquence de publication de contenu? Donc là, encore une fois, il ne faut pas chercher la quantité, mais plutôt la qualité. Donc, c'est pour ça, si vous produisez un article tous les 15 jours, c'est déjà très bien.
surtout si le contenu a une forte valeur ajoutée et qualifié. D'accord? Par contre, si vous essayez de produire toutes les semaines, mais vous faites 2 paragraphes, ou vous prenez un contenu qui existe déjà, vous faites un peu une sorte de copier-coller, là, bien sûr, c'est à éviter parce que le contenu doit être authentique, il doit être produit par vous-même. En tout cas, vous devez toujours citer les contenus que vous réutilisez. Donc, c'est pour ça quand même, il faut faire attention à ça et publier plutôt moins régulièrement, moins fréquemment, je vais dire, mais du bon contenu. Après, il faudra travailler les titres. Parce que les titres, c'est déjà 50% de réussite de votre contenu. Donc, dans les titres, il faudra travailler les mots-clés, les problématiques, il faudra s'adresser à la personne, à votre cible. Il faut que déjà dans le titre, ils doivent se reconnaître. Donc, en simple exemple, quand on fait des contenus, on précise toujours que c'est pour les éditeurs logiciels. Que ce soit un article de blog, que ce soit la newsletter, que ce soit le webinaire, on précise toujours pour qui on le fait. Parce que pour vous, ça paraît évident. Vous faites la newsletter avec une invitation au webinaire pour votre cible, mais quand votre cible reçoit le message parmi une cinquantaine d'autres dans sa boîte mail, pour elle, c'est un peu difficile de voir que c'est vraiment personnalisé pour elle. Donc, c'est pour ça, faites ça au niveau des titres pour aider à se reconnaître à votre cible directement. Après, une très bonne règle d'or en marketing de contenu, c'est la possibilité de recycler les idées. Donc, c'est-à-dire, vous avez une idée, un sujet pour faire le contenu de blog, un article de blog. Quelques temps après, vous faites une vidéo avec la même thématique. Après, vous organisez un webinar. Après, vous faites la newsletter et vous mettez le même contenu dedans. Vous préparez une infographie, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, à partir d'une seule idée, vous produisez 4, 5 différents types de contenus parce que on est tous différents. Il y en a certains qui préfèrent regarder une vidéo, il y en a d'autres qui préfèrent de participer à quelque chose d'interactif comme le webinaire, et il y en a d'autres qui préfèrent de lire un contenu sous forme d'infographie. On est tous différents et donc c'est pour ça, n'hésitez pas à multiplier ces types de contenus que vous produisez. Donc, le contenu engageant, partageable et authentique, on en a déjà parlé. Tous les employés sont impliqués dans la création du contenu. Donc, ça, on l'avait dit il y a quelques slides encore. Tout simplement parce que la personne de marketing ne possède pas cette expertise terrain que le commercial, que le formateur, etc. Donc, c'est pour ça tout le monde doit être impliqué, pas seulement dans la création de contenu, mais aussi dans la diffusion à travers de leurs propres médias sociaux, de leurs propres comptes sur LinkedIn, peut-être sur Twitter, etc. Et aussi, un petit conseil, il faut parler des influenceurs. Parce que plus vous citez leur nom, plus vous citez les ouvrages qu'ils ont produits, l'article qu'ils ont publié, plus il y a de chances qu'ils vont voir que vous parlez d'eux et ils vont s'intéresser à vous de façon naturelle. Parce que tous ces gens-là, tous ces influenceurs, journalistes, consultants, etc., tout simplement, ils font la veille, comme tous les professionnels du contenu. Et à travers de cette veille, ils vont très facilement voir que vous parlez d'eux et donc peuvent s'intéresser à vous. Donc, reprenons maintenant encore une fois ce schéma pour passer à la phase des outils qui permettent de travailler la veille éditoriale et concurrentielle, de créer du contenu et de le formater, centraliser et diffuser. Donc, juste un rappel et maintenant donc passons à ces outils. Donc, tout d'abord, la curation du contenu, donc c'est-à-dire la veille éditoriale, la veille concurrentielle. Par quel outil on va la travailler? Eh ben, déjà, on va travailler cela par le biais des médias sociaux. Donc Twitter, LinkedIn, pour certains éditeurs logiciels, ça peut être aussi Facebook. Donc, c'est-à-dire à travers des hashtags, à travers des recherches, on va chercher, à travers des mots-clés, on va chercher du contenu qui a été publié
par tel ou tel, qui a été publié sur tel ou tel média social. Après, on va mettre en place les alertes. Donc là, le plus simple, c'est Google Alert. Donc vous recevez des contenus dès qu'ils contiennent le mot-clé que vous avez renseigné sur votre boîte mail. Donc c'est très pratique. Je vous conseille aussi de regarder un outil comme Digreader ou Feedly. Ce sont des outils qui se ressemblent, là, sont deux concurrents, donc c'est à vous de voir avec lequel vous préférez travailler. Donc comment ça marche? Et bien tout simplement, vous connaissez les médias qui parlent des thématiques qui parlent de votre secteur d'activité. Donc par exemple, prenons l'exemple de marketing et ça peut être marketing.com, ça peut être le site e-marketing.fr, Journal du Net, etc., etc. Donc, tous les marketeurs connaissent ces médias. Donc, ce qu'on fait sur Digreader ou sur Feedly, on rentre ces sites internet comme les médias. Et au lieu d'aller sur Journal du Net tous les jours ou toutes les semaines et regarder quel est le dernier contenu, quelle est la dernière actualité qui a été publiée, et bien tout simplement, je vais me connecter sur Digreader ou sur Feedly et je vais avoir la liste des derniers articles publiés sur ce média, sur ce site internet. Ça me fait gagner du temps, ça me permet de parcourir tous les contenus publiés au bout d'une dizaine de minutes et de rien qu'en lisant le titre, déjà de voir si ça vaut le coup que je le lise en entier ou pas. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment une veille simplifiée, une veille qui se fait très rapidement à partir des titres, des contenus publiés sur un média donné. Mais par contre, pour les utiliser, il faut déjà avoir les médias qui parlent donc de votre thématique. Mais très souvent, on en a. Après, il y a aussi un site Bassumo, donc c'est un site qui permet de détecter les contenus qui étaient le plus partagés sur tel ou tel média social. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, vous pouvez faire la recherche avec les mots-clés et vous voyez quels sont les articles, les contenus qui étaient le plus aimés sur les médias sociaux, donc c'est-à-dire le plus partagé, le plus liké, etc. Donc ça permet déjà de voir comment les gens réagissent pour tel ou tel contenu, quel est le contenu qui a le plus de retours positifs. Et sur Scoopit, c'est un agrégateur de contenu, donc vous pouvez encore une fois, à travers les mots-clés, chercher les contenus qui sont intéressants, qui sont publiés donc par tel ou tel média, par telle ou telle entreprise, afin d'avoir de nouvelles idées pour vos propres contenus, voir comment travaillent vos concurrents, etc. Donc, ces outils, c'est pour la curation, pour la veille. Après, bien sûr, c'est pas la liste totale donc de tous les outils. Peut-être vous en utilisez d'autres. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à travers les commentaires. Donc, si vous en avez. Mais déjà, tous ces outils, c'est déjà pas mal pour commencer cette veille éditoriale. Après, on passe à la phase numéro 2, donc à la phase de création de contenu. Et là, pour chaque type de contenu qu'on a évoqué tout à l'heure, on aura on aura ses propres outils de production. Bien sûr, pour les articles de blog, donc ça sera votre site, ça sera le CMS que vous utilisez, donc la plupart du temps, c'est le WordPress. Pour la création des infographies, ça sera PictoChart ou Infogrames. Donc, c'est deux outils que je conseille de regarder si les infographies, c'est vraiment le contenu dans lequel vous voulez lancer ou vous voulez travailler déjà. Parce qu'il y a un énorme choix de pictos, il y a un énorme choix d'icônes et vraiment, on peut créer une infographie très jolie très rapidement. Voilà. Donc, ça, je vous invite à regarder ces outils par vous-même. Pour la création des newsletters, donc on a un énorme choix de prestataires de services emailing. Ça peut être Mailchimp, ça peut être Mailjet, ça peut être DirectMail, Mailkitchen, etc., etc. Il y en a vraiment tout un tas. C'est à vous de voir avec qui vous travaillez. Donc là, j'ai juste mis Mailchimp parce que tout le monde le connaît, mais ça peut être tout autre outil de création d'email. Pour organiser les webinars.
Donc là, on est tous connectés sur GoToWebinar, donc sur l'outil de Citrix. Après, il y en a d'autres, hein, donc il y a WebEx, il y a Webikio, il y a Webinarama, etc., etc. Donc il y a vraiment pas mal d'outils. J'invite aussi, je vous invite à regarder celui qui vous convient le mieux. Mais il faut toujours passer quand même par un outil qui est professionnel parce que des fois on a la possibilité d'utiliser par exemple Google Hangout ou la possibilité d'utiliser YouTube en direct, mais des fois on est limité en nombre de participants, des fois on est limité à 25 participants, donc si vous avez plus, malheureusement les gens ne pourront pas tous assister au webinaire, donc privilégier quand même un outil professionnel qui est fait exprès pour ça, qui fera des notifications, qui fera des relances une fois le webinaire est terminé, etc., etc. Donc, c'est vraiment très pratique. Si vous travaillez donc, encore une fois, si vous produisez beaucoup de contenu textuel, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle des images à la une. Soit on peut les acheter, bien sûr, sur les banques photos, banques images, soit vous avez un designer au sein de l'entreprise et c'est lui qui les prépare, ou soit tout simplement vous utilisez un outil comme Canva, qui peut être utilisé en gratuit, en payant, qui permet de créer des schémas, qui permet de créer des illustrations pour vos articles de blog, pour vos sliders, etc. Donc, je vous invite à regarder ça aussi. Et d'autres outils pour créer des vidéos, comme par exemple VideoScribe, Powtoon, GoAnimate, etc., etc. Donc là aussi, on a tout un tas d'outils qui permettent de faire des vidéos sous forme d'animation, comme Powtoon, ou sous forme des VideoScribe, c'est-à-dire il y a une main qui dessine pendant que la voix explique donc ce qui se passe sur la vidéo. Il y a aussi d'autres outils comme GoAnimate, etc., etc. Je vous invite à les regarder. Si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, là, bien sûr, vous allez passer plutôt par une agence spécialisée pour qu'il vous fasse une vraie vidéo en 3D motion, etc. Donc, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes tarifs, c'est pas les mêmes budgets, donc c'est à vous de voir quel type d'outil vous utilisez. Et la dernière étape, donc qui est la plus importante et qui est en lien d'ailleurs avec le sujet d'aujourd'hui, c'est la promotion de contenu. Donc la première chose qu'on fait quand on a publié le contenu, c'est de le promouvoir et de le promouvoir sur long terme également. Bien sûr, on va utiliser les médias sociaux. C'est la première chose qu'on va travailler. Soit on utilise les boutons classiques de partage sur notre site, soit on va passer par les outils un peu plus poussés, comme par exemple l'outil de marketing automation Pleasy, qui permet de partager le contenu et de planifier le partage de contenu sur différents médias sociaux à la date où on veut, etc. Pareil, Hootsuite. Hootsuite, c'est pas un outil de marketing de contenu, c'est pas un outil de marketing automation en globalité, mais c'est un outil qui permet justement de diffuser le contenu et de planifier la diffusion dans le temps. Donc, j'imagine il y en a pas mal parmi vous qui le connaissent. Hootsuite ou son homologue aussi Buffer. Donc, je vous invite plutôt à passer par ces outils-là qui permettent de programmer la promotion du contenu dans le temps. Parce que un contenu, il doit être promu plusieurs fois. Pas une seule fois quand il a été écrit, quand il a été publié, mais 2 semaines après, 2 mois après, 6 mois après, etc., etc. D'accord? Un contenu, l'intérêt d'ailleurs d'un contenu, c'est qu'il soit promu le maximum de fois. C'est pour ça les outils comme Hootsuite, Pleasy, HubSpot, etc., ils permettent de faire justement cette programmation. Et après, déjà, on ne se pose plus de questions. Une fois par semaine, lundi matin, on prépare la programmation pour la semaine et la diffusion passe tout seul. Donc, on n'est plus à revenir sur la promotion de ces contenus sur le blog, etc. Donc, tout ça se fait automatiquement. Voici concernant la promotion de contenu.
Et donc maintenant, comment est-ce qu'on agit sur ces différents médias sociaux? Une fois on, une fois on met en avant le contenu, donc quel est l'objectif final? Sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn et sur d'autres médias sociaux que vous travaillez, vous pouvez être très bien euh, positionné sur YouTube, sur SlideShare, etc. La toute première chose qui est travaillée, donc c'est bien sûr le référencement naturel. Donc c'est pour ça, travailler ces contenus, ça vous permet d'améliorer aussi votre présence au niveau des moteurs de recherche. Euh, quand vous travaillez, donc diffusez ce contenu sur les médias sociaux de type Twitter, vous activez aussi les prospects, vous faites la veille, vous trouvez d'autres personnes à suivre et au contraire, d'autres personnes peuvent vous suivre aussi à travers ces hashtags, à travers ces mots-clés. Donc, c'est-à-dire, vous travaillez votre réseau. En reliant le contenu, vous travaillez votre réseau, vous travaillez aussi les influenceurs. Donc, c'est comme ça qu'on devient connu par un moment ou un autre auprès des gens qui sont vraiment intéressants pour nous. Donc, c'est pour ça, inviter tous les employés de tous les gens de l'entreprise à être actifs sur ces médias sociaux s'ils ont leur compte sur Twitter, sur LinkedIn ou même sur Facebook. Peut-être pour certains éditeurs, c'est aussi intéressant parce que ça dépend bien sûr de votre activité. Donc, on insiste vraiment sur ce point, c'est que tous les employés doivent être les ambassadeurs de ce que vous faites, de contenu, de la stratégie d'entreprise et tout ça, ça doit être fait à travers les médias sociaux également et à travers YouTube ou SlideShare aussi. Donc, juste deux mots sur SlideShare, c'est quoi? C'est un peu le YouTube pour les présentations, PDF ou PowerPoint. Donc là, vous mettez du contenu sous ces formats-là. Et pareil, ça vous permet de travailler le référencement naturel et ça permet aussi donc de trouver, de faire la veille éditoriale et de travailler le compte entreprise pour travailler votre expertise. Voici. Donc maintenant, je vais passer donc à vos questions. Donc, n'hésitez pas à me les poser donc, si ce n'était pas fait pendant le webinaire. Alors, donc, j'attends un petit peu. Voilà, concernant la présentation, donc elle est téléchargeable. Normalement, là, dans le menu de GoToWebinar, vous avez en bas vous avez en bas le PDF que vous pouvez télécharger. Donc, c'est pour ça, si quelqu'un en a besoin, donc il peut le faire rapidement. Y a-t-il donc des questions concernant le sujet qu'on a abordé aujourd'hui? Est-ce que vous travaillez le marketing de contenu ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne sentez pas encore prêt? Donc, dites-moi parce que c'est vraiment intéressant. Alors, sur des outils comme Digreader, pouvons-nous filtrer avec des mots-clés? Non, malheureusement, sur Digreader et sur Buffer, donc on ne peut pas faire les filtres, malheureusement. Je dirais que ça serait beaucoup plus pratique, mais croyez-moi, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein, parce que quand on regarde juste les titres des articles, ça demande vraiment une dizaine de minutes parce qu'on n'aura pas énormément de médias à suivre non plus. Et si vous trouvez juste les titres qui vous tiennent vraiment, qui vous paraissent vraiment intéressants, là vous pouvez passer à la lecture. Mais des fois, rien que le titre déjà, ça permet de comprendre si c'est intéressant ou pas. Mais malheureusement, les filtres n'en existent pas. Alors, donc, on me répond qu'on y travaille, oui, le marketing de contenu. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui se lancent dans le marketing de contenu et c'est pour ça on insiste sur ces règles d'or à respecter. D'abord mettre en place la veille et le planning éditorial sur long terme avec la date de production, qui va le produire, quel type de contenu, comment est-ce qu'on va le promouvoir par la suite et c'est juste après on passe déjà à la création elle-même.
Alors, donc, y a-t-il d'autres questions concernant le sujet abordé aujourd'hui? Sinon, je vous invite à participer aussi à nos prochains webinaires. Donc, le prochain, ça sera sur le marketing automation. Donc là, on va en détail regarder qu'est-ce que c'est, cette nouvelle technique en marketing. Et puis, on va se pencher surtout en pratique. On regardera l'outil Plaisy qu'on utilise pour voir déjà comment ça marche, comment sont les scénarios qu'on peut faire, etc. Alors, donc, bonjour. Pour une PME, un responsable marketing digital suffit-il à produire seul tout le contenu d'une société? Donc, bien sûr, ça dépend de vos capacités d'écriture, hein, parce il y a des personnes qui sont très à l'aise avec l'écriture et en même temps, ils sont experts dans ce qu'ils font. Donc là, vous dites un responsable marketing digital. La bonne question à se poser, est-ce que ce responsable marketing digital a aussi l'expertise de logiciel? Est-ce qu'il connaît les problématiques clients? Parce que malheureusement, pas malheureusement, hein, chacun a son métier. Quand on est en marketing, on est très bien au courant voilà, de comment faire, marketing, etc. Mais par contre, on a un peu du mal des fois à bien parler aux clients parce que y a cette expertise qui nous manque. Si ce responsable marketing digital possède les deux, c'est parfait. Il pourra produire des contenus, mais tout seul, à voir, hein, parce que souvent on a d'autres tâches à côté. Donc, c'est pas évident de répondre à cette question. Il faut voir si cette personne-là est à l'aise avec l'écriture et en même temps possède cette expertise pour pouvoir facilement mettre ça sur le papier et donc diffuser le contenu. Alors, donc, y a-t-il d'autres questions concernant le sujet? Donc, j'attends encore un petit moment. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions, mais c'est très bien. Donc, je pense que le sujet vous parle déjà. Et encore une fois, c'était une piqûre de rappel des bonnes pratiques dans le marketing de contenu et des médias sociaux. Donc, je vous remercie aussi. Donc, ah non, il y a une question. Nous faisons du marketing de contenu, mais pas vraiment sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, ça sera utilisé surtout pour deux étapes, comme on a dit, la veille, parce que quand vous faites la veille éditoriale, le travail sur les médias sociaux, c'est indispensable parce que c'est les premiers outils de veille qu'on va travailler. Et après, pour la promotion du contenu, parce que vous dites que vous faites du marketing de contenu, mais pas vraiment sur les médias sociaux. Du coup, j'ai la question, où est-ce que vous les mettez en avant par la suite? Une fois publié le contenu sur le blog, comment est-ce que vous le mettez en avant? Est-ce que vous utilisez les médias sociaux? Vous dites que pas vraiment. Donc, voici la question à se poser. Parce que si on le produit, ce contenu, mais après on le garde pour nous-mêmes, sans trop le mettre en avant, sans la rediffusion, c'est dommage. Donc c'est pour ça peut-être il faudra maintenant, vu que vous produisez du contenu, mettre un peu plus de temps sur les médias sociaux à travers des outils comme on a vu, comme Hootsuite, Plaisy ou autres, pour le partager de façon régulière. On utilise la newsletter, par exemple, ou sous forme de documentation que nos formateurs ou commerciaux transmettent à nos clients. D'accord. Donc, c'est très bien. C'est une très bonne chose de travailler la newsletter. Par contre, la newsletter, c'est envoyer à la base qu'on possède déjà. Donc, c'est-à-dire, quand je vais envoyer la newsletter, je vais informer les gens que je connais déjà, qui me connaissent déjà, qui sont déjà dans ma base. Par contre, le travail sur les médias sociaux va vous permettre de toucher d'autres personnes. Parce qu'il suffit juste de commencer ce travail sur les médias sociaux et après Google Analytics, que le trafic qui vient à partir des médias sociaux est quand même non négligeable. Donc, c'est pour ça la diffusion sur les médias sociaux va vous permettre de toucher de nouvelles personnes et de faire venir des nouveaux prospects vers vous. Voilà, donc c'est ça la différence entre l'utilisation dans la newsletter, qui est très bien, et les médias sociaux qui manquent peut-être pour aller encore plus loin.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il me reste juste à vous remercier de votre participation, de vous souhaiter un bon appétit et de dire qu'on vous attend très bientôt à nos prochains webinaires. Donc, merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Au revoir.